Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. On le sait peu, mais la Vendée, en tout cas certains Vendéens, ont beaucoup contribué à l'histoire de l'aviation. On pense bien sûr à l'ingénieur René Cousinet, à qui l'on doit de grandes innovations aéronautiques, à Jacqueline Auriol, qui battra plusieurs fois le record du monde de vitesse et pilotera le Concorde, ou encore à l'entrepreneur Jean-Paul Dubreuil, fondateur des compagnies Regional Airlines et French Bee. Mais s'il y a bien un Vendéen qui est entré dans la légende de l'aviation, c'est bien le capitaine de vaisseau René Guilbault, l'un des pionniers des raids longue distance, disparu aux commandes de son hydravion alors qu'il participait à une héroïque mission de sauvetage. René Guilbault naît à Mouchamp en 1890. Son père, pharmacien, connaît bien la famille Clémenceau qui possède une demeure de la commune. Grâce à Georges, alors président du conseil, il obtient une bourse pour que son fils puisse étudier à l'école navale. Car à cette époque, le jeune René ne rêve que d'une chose, devenir marin. C'est au début de la Première Guerre mondiale, alors qu'il est enseigne de vaisseau, qu'il passe son brevet de pilote. Mais toujours pour la marine, qui commence à développer ce qui deviendra l'aéronaval. Gravissant rapidement les échelons hiérarchiques, il se retrouve, à moins de 30 ans, à la tête des écoles d'Ourtin et de Saint-Raphaël. La spécialité de René Guilbault, ce sont les hydravions, qui, selon lui, sont les seuls à pouvoir effectuer des vols longue distance de façon fiable et régulière. Nous sommes dans les années 20, à une époque où l'on cherche à ouvrir des liaisons intercontinentales et à resserrer les liens entre la France et ses colonies. En 1926, le ministère de la Marine finance ainsi un vol d'essai qui doit valider la faisabilité d'une liaison régulière entre la France et l'une des perles de l'Empire, Madagascar. Le 12 octobre, 2 hydravions s'élancent de l'étang de Berre. L'un est piloté par le lieutenant de vaisseau Bernard et l'autre par le lieutenant de vaisseau Guilbault. Après 265 heures de vol et un raid de 28 000 km, Bernard et son mécanicien atteignent Madagascar. Et Guilbault, il tombe en panne aux 2/3 du parcours et réussit à se poser sur le fleuve Niger. Il lui faut attendre plusieurs semaines pour trouver un nouveau moteur. Mais comme l'expliquera son petit-fils Hervé, plutôt que d'achever son raid pour Madagascar, il va faire un grand périple le menant partout en Afrique et revient en France après une expédition de 22 000 km et 38 étapes. Il est accueilli triomphalement à Marseille en mars 1927 et à 37 ans devient le plus jeune chevalier de la Légion d'honneur. 2 mois plus tard, Lindbergh réalise la première traversée de l'Atlantique, reliant New York à Paris en 33 heures à bord du Spirit of Saint-Louis. Qu'à cela ne tienne, Guilbault décide d'être le premier à réaliser cette même traversée dans l'autre sens. Un exploit encore plus difficile. Il s'attache alors à construire un hydravion sur mesure avec les ingénieurs des usines LATAM en Normandie. En juin 1928, le LATAM 47, probablement l'un des avions les plus modernes de l'époque, est fin prêt. Guilbault n'attend plus que de bonnes nouvelles de la météo pour s'élancer. Mais le 14 juin, c'est un ordre qu'il reçoit. Georges Legge, le ministre de la Marine, lui demande d'utiliser son hydravion pour se porter au secours de l'équipage du dirigeable Italia. Commandé par le général Umberto Nobile, l'appareil de 100 mètres de long effectuait une expédition scientifique au-dessus du pôle Nord quand il a été pris dans une tempête. La cabine de contrôle s'est écrasée sur la banquise avec 10 membres d'équipage alors que les 6 autres disparaissent dans l'immensité, glacés, avec la toile. On ne les retrouvera jamais. On compte 9 survivants qui, après une semaine de calvaire, parviennent à envoyer un SOS. Les autorités norvégiennes montent en urgence une expédition de secours dirigée par le célèbre explorateur Amundsen, star de la conquête des pôles. La France s'associe donc à cette opération de la dernière chance en mettant Guilbault et son avion à la disposition des Norvégiens. Modifié à la va-vite pour s'adapter aux conditions polaires, hélice en métal à la place du bois, ski à la place des flotteurs, l'hydravion part en direction du Spitsberg, depuis Tromsø, au nord de la Norvège. Nous sommes le 17 juin 1928. Vers 19h, le LATAM envoie un message radio. Ne quittez pas l'écoute, communication prochaine. Ce sera les dernières nouvelles que l'on recevra. Plus jamais on ne reverra René Guilbault, Amundsen, Dietrichson, spécialiste du pilotage des régions polaires, de Cuverville, le copilote, Valette le radio et Brasi le mécano. Les recherches se poursuivront en vain jusqu'en septembre, mais tout ce que l'on retrouvera, c'est un flotteur, un réservoir de l'hydravion ainsi qu'un radeau de fortune près de la côte de Tromsø.
On supposera plus tard que, désorienté par le brouillard, l'hydravion s'est écrasé quelque part dans la mer de Barents, près de l'île aux ours. En 2009, la marine norvégienne tentera de localiser l'épave avec un sous-marin, mais sans succès. En revanche, Umberto Nobile et plusieurs de ses hommes seront finalement secourus 7 semaines plus tard. René Guilbeault ne traversera donc jamais l'Atlantique. Son histoire est aujourd'hui gravée sur la stèle commémorative située dans le parc du Mouchant. Un avion planté dans le sol avec le commandant Guilbeault au centre. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais mettre un pull bien chaud. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.